Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il sera question de désobéissance, de lutte pour la dignité et le respect et du travail social dans notre émission ce soir. Quand l'administratif, la logistique, la politique prend le pas sur l'humain, le travail social perd de sa substance et aujourd'hui ce travail social est de plus en plus souvent empêché. Pour pouvoir continuer à aider les personnes les plus précarisées, les plus en difficulté dans notre société, beaucoup de travailleuses et travailleurs du social en viennent donc à désobéir et adopter des pratiques hors des clous, clandestines. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Le travail social clandestin, oser l'affirmer, le mettre en avant pour faire changer les politiques, c'est l'objectif d'une après-midi de réflexion organisée par le CVTS, le comité de vigilance en travail social, le 23 novembre prochain. Et on va accueillir aujourd'hui deux de ses membres. Déjà, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Marc Chambaud, vous êtes enseignant à la Haute École Louvain-en-Hainaut Cardaine. Vous donnez cours à de futurs assistants sociaux et vous êtes donc membre du bureau du CVTS. Et Nia Posquin, vous êtes assistante sociale à Infordrogue et déléguée syndicale intercentre pour tout l'ambulatoire social santé pour la région bruxelloise. Je pense que tout est dit. Tout est dit. Et donc membre également donc, de ce comité de vigilance en travail social. Et on accueille également Manuel Dronier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éducateur spécialisé en milieu scolaire. Vous avez travaillé pendant plusieurs années dans un CPS et vous viendrez un peu nous parler de votre pratique. Alors, Marc Chambaud, vous nous dites là, dans l'introduction de cette journée d'études, le travail social, il est de plus en plus souvent empêché. Mais il est empêché par quoi ? Par qui ? Ça commence fort. C'est une grande question. Hein. Oui. Le travail social, il faut pouvoir peut-être le définir. Alors, je ne vais pas prendre des heures pour le définir, mais c'est vrai que quand on parle de travail social, on parle de respect du public avec lequel on travaille, on parle de dignité humaine, on parle de référence à des textes fondamentaux dans lesquels les travailleurs sociaux s'engagent, en tout cas. Vous avez dit que j'étais enseignant, c'est vrai que c'est en tout cas ce qu'on enseigne dans les écoles sociales, c'est la correspondance du travail qu'on va mener à différents textes importants. Et alors, la Déclaration universelle des droits humains, la Constitution belge, et parfois des lois qui structurent les institutions. J'aime citer de manière systématique l'article 1 de la loi organique des CPS de 1976 qui parle de dignité humaine. Et donc, quand un CPS et des travailleurs sociaux de CPS s'engagent dans un travail avec la personne, l'objectif premier, pour moi, en tout cas c'est ce que j'enseigne et c'est ce que j'ai envie de défendre, c'est la dignité humaine. On se rend compte aujourd'hui, et c'est très complexe évidemment parce que il n'y a pas à pointer l'une ou l'autre responsabilité, mais en tout cas on se rend compte de manière assez générale que les CPS qui travaillent dans la logique dans laquelle ils doivent travailler pour aider les gens, ils ont tendance à davantage mettre en avant des logiques administratives, des logiques organisationnelles, et ils oublient la valeur fondamentale de la dignité. Alors quand je dis qu'ils l'oublient, peut-être qu'elle est encore quelque part dans un coin de leur tête, mais les pratiques qui sont mises en place s'en éloignent de plus en plus. Les personnes qui viennent en CPS viennent pour essayer de toucher ce qu'elles doivent toucher au niveau financier. Avoir des droits auxquels elles ont droit, justement. Avoir des droits auxquels elles ont droit, oui, tout à fait. Et le CPS, l'institution CPS, y répond de manière parfois discutable, en cherchant en tout cas une certaine normativité, un certain contrôle aussi dans l'organisation de ce que cette institution va octroyer. Et parfois c'est problématique effectivement parce que la dignité humaine n'est plus là. Alors on refuse des revenus auxquels pourtant les gens pourraient avoir droit parce que par exemple, on parle de cohabitation, on parle de travail en noir, etc. Alors, c'est des raisons valables, mais si les gens travaillent en noir, c'est parfois ce qui leur permet justement d'arriver à un minimum de dignité. Je parle même pas de dignité importante, mais un minimum de dignité. Et donc, on se rend compte dans ces cas-là que les CPS, mais bon, je parle des CPS, c'est un exemple un peu emblématique. Hein, évidemment, il y en a qui fonctionnent. Tout à fait, oui. Dysfonctionnels entre guillemets que d'autres. Il y en a qui sont peut-être plus à cheval sur les règles, on va dire, que d'autres. Tout à fait, oui. Et puis, d'autres associations sont dans des logiques relativement similaires. Ce n'est pas que les CPS, mais les CPS sont souvent, quand on parle de travail social, un exemple un peu emblématique quand on parle de dysfonctionnement. Mais du coup, je me tourne vers vous, hein, Manuel Dronier, puisque effectivement, vous avez travaillé plusieurs années dans un CPS. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce travail que vous considérez comme empêché ? Qu'est-ce qui se passait qui vous empêchait de faire votre travail ? Il y a certainement beaucoup de choses. Je pense que ce que moi je pourrais dire et que je pourrais mettre en avant-plan, c'est un conflit de valeurs.
Un conflit de valeurs au regard d'une identité professionnelle qu'on peut avoir en tant que travailleur social, quel que soit le métier qu'on exerce, assistant social ou éducateur ou d'autres métiers. On a une vision du travail que l'on a. Comme le disait Marc, il y a les missions du CPS, dont la première, évidemment, est la dignité humaine. Et avec l'évolution de la législation, on en arrive à devoir contrôler, j'ai presque envie de dire induire parfois même un certain fonctionnement auprès du public qu'il n'est pas en mesure peut-être même de suivre pour des raisons humaines, à cause de leur histoire, de leurs propres difficultés qu'ils ne parviennent pas, même pas à exprimer eux-mêmes, alors que rencontrer un travailleur social pour toute une catégorie de personnes, ça peut être une opportunité, ça peut être une chance, et ils peuvent arriver à être confrontés à des logiques institutionnelles qui ne leur permettent même pas d'élaborer leur histoire. Qu'est-ce qui fait qu'ils en arrivent là aujourd'hui au CPS ? Ils n'y arrivent pas. Et donc, ce conflit entre une certaine productivité, j'ai envie de dire, du CPS au regard d'une profession qui demande beaucoup de souplesse, qui demande de l'oreille, qui demande beaucoup de temps. On n'a plus, dans les CPS, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de travailler le social. Et effectivement, on arrive à ce moment-là à être en conflit avec son employeur parce qu'on a un cahier de charges qui nous est imposé, même par la législation. Et d'un autre côté, quand on est en entretien avec le public, on a quand même envie de faire notre métier. Oui. Et de ne pas les éjecter tout de suite, parce que vite, il faut passer au suivant. De ne pas les éjecter, exactement, de ne pas les éjecter, de ne pas être complètement focalisé sur toutes les tâches administratives, les documents à remplir, à faire signer, que bien souvent ils ne le comprennent pas d'ailleurs, et d'être beaucoup plus dans la pédagogie, dans l'approche, dans l'empathie, et tout ça est relativement empêché. Nia Posquin, on a parlé ici des CPS, mais vous travaillez à Fort Drogue et on sait que dans d'autres ASBL, associations qui travaillent dans le social, que ce soit dans le social, dans la santé, il y a aussi ce problème. Et il y a aussi cette logique administrative, cette logique politique, cette logique de productivité qui vous est imposée au détriment de l'humain. Oui, alors dans d'autres mesures et d'une autre façon, mais je dirais qu'il y a quelque chose qu'on peut vraiment évaluer, c'est que les situations qu'on rencontre sont plus complexes. Et donc comme Manu l'a dit, ça demande plus de temps. Moi, je suis dans le secteur des soins, donc c'est pas de l'administratif pur. Il y a de l'administratif, bien sûr, mais en fait, il faut s'adapter à la rythmique de la personne. Ça demande du temps, de la délicatesse. On est parfois avec des gens qui sont extrêmement en souffrance, des grands traumatisés, donc on ne peut pas appliquer une logique administrative là où on est déjà dans une logique un petit peu d'essayer de soigner la personne. C'est très compliqué. Et donc, on a aussi, comme les gens sont dans des pelotes de laine comme ça, très complexes, avec des nœuds partout, parfois, le premier travail à faire, c'est d'essayer de dire « Ok, on va essayer de démêler un peu ça ». D'abord que la personne puisse se poser simplement, élaborer des éléments de son histoire, et on va prendre le temps de trier. C'est un premier travail à faire qui est obligé de dire « Ok, qu'est-ce que moi je peux prendre chez moi ? Qu'est-ce qui fait partie de mes missions, de mes compétences ? Qu'est-ce que je dois orienter ailleurs ?» Mais alors c'est très compliqué parce que orienter ailleurs, parfois c'est demander une aide au CPS, voilà. Parfois c'est demander, ok, moi je prends ça, mais en même temps, la question du logement, la question des soins, une maison médicale, de plein de choses, et on s'en sort pas. On s'en sort pas parce qu'il y a trop. Le réseau, et que chaque service est débordé. Tout à fait. Et donc voilà, c'est la question de se dire, mais donc les CPS sont débordés, d'autres secteurs sont débordés aussi. Et comment est-ce qu'on fait quand on a un turnover ou des travailleurs sociaux qui sont en burn-out, du coup, c'est la question des suivis des dossiers. Et donc il faut recommencer, refaire la demande, ce qui est extrêmement aussi traumatisant aussi parfois pour certaines personnes qui sont avec des parcours extrêmement compliqués. Et leur refaire revivre toutes les choses, c'est même pas que c'est pas qu'on arrive à un résultat zéro, c'est que parfois on aggrave la souffrance de la personne. Et je trouve que c'est vraiment très compliqué parce que moi, mon métier, c'est d'aider les gens. Et je me retrouve parfois, malgré moi, parce que je suis aux prises dans un système, à rajouter de la souffrance. Vous savez quoi, dans mon identité professionnelle, du coup, évidemment, je suis en total désaccord. Donc, il peut arriver qu'en fait, on soit obligé de ne pas vraiment respecter ce qui est demandé ou d'essayer de faciliter les choses parce qu'on ne peut pas décemment, humainement,
appliquer une logique administrative qui est violente, qui sert un système en fait qui n'est pas pensé pour le terrain à des êtres humains qui sont déjà en difficulté, quoi. Est-ce que les difficultés que vous pointez, elles sont notamment liées au fait que le public a peut-être changé aussi ces dernières années, où les problématiques se sont complexifiées? Parce que là, vous disiez, moi, je suis dans un secteur plutôt de soins, Oui. donc des personnes qui arrivent avec des problèmes d'addiction, mais qui ont aussi par ailleurs peut-être un problème de logement, qui ont un problème de revenus, peut-être un problème de papier, etc. Donc, est-ce que les cas se sont complexifiés? Oui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des familles monoparentales, des gardes alternées, des familles recomposées, on a des jeunes qui vont consommer, mais alors on essaye d'essayer de mobiliser les parents. Mais les parents sont parfois déprimés parce qu'eux sont en difficulté à leur travail, avec un épuisement, avec parfois un jeune qui consomme des produits interdits, mais des parents qui consomment des antidépresseurs ou des benzodiazépines, c'est pas forcément des parents qu'on va pouvoir mobiliser de façon efficace. Et donc, tout paraît pas un peu bloqué. C'est les ressources aussi, les complexités des situations qui demanderaient plus de moyens, là où en fait on a moins de ressources qui sont mises avec des logiques de recensement ou d'efficience, mais avec des paramètres en fait qui sont pas du tout adaptés à l'humain. Et donc on pourrait dire, mais comment est-ce qu'on peut quantifier un travail social de qualité? C'est pas possible. On peut pas compter en nombre d'entretiens, on peut pas compter par nombre de dossiers ou des choses comme ça, parce qu'un dossier ne vaut pas un autre dossier. Est-ce que parce qu'une personne est 2 ans chez moi, est-ce que ça veut dire que je travaille mal? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, je suis en train de vachement bien travailler et que ça dure sur le long terme? Quoi, ouais. Oui. Et il y a le truc aussi, c'est que je trouve que, par exemple, quelqu'un qui a un parcours difficile, qui est amené à consommer, qui est amenée à dealer, en fait, parce qu'elle n'a pas les moyens, elle ne sait pas comment s'en sortir, tout comme le travail en noir ou des bricolages pour essayer de s'en sortir. Cette personne peut arriver chez moi et se dire, voilà, moi, je ne veux plus consommer, je ne me sens pas bien, je sens bien qu'en fait, ça c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour ma famille, pour plein de choses. Je ne veux plus dealer non plus, je veux me remettre dans la légalité. Et je vais accompagner cette personne. Et en fait, les démarches administratives, le secteur va être tellement débordé, les travailleurs sociaux sont tellement épuisés qu'on ne va pas y arriver. Et je dis on ne va pas y arriver parce que ce n'est pas l'échec de la personne. Là où on est avec toutes les stéréotypies autour des personnes qui consomment, les toxicomanes, comme on dit dans les médias, ce n'est pas l'échec de la personne, c'est l'échec du système social. Donc quelqu'un qui me demande de l'aide, et moi je comprends. Je comprends qu'elle ait recommencé à consommer, qu'elle ait recommencé le travail au noir, qu'elle ait recommencé à dealer. Comment est-ce que moi je peux dire à cette personne que c'est pas bien, entre guillemets, ou d'essayer de l'encourager, qu'alors je n'ai pas les moyens pour lui permettre une alternative. Et la société lui refuse ça, ou lui met des bâtons dans les roues. C'est pas possible. Marc Chambaud, quand on voit tous ces exemples, en fait, c'est ça qui va du coup pousser beaucoup de travailleurs, travailleuses sociaux à un peu contourner les règles. Exactement. Quand on envisage, enfin je pense que Nia et Manu l'ont très bien expliqué, quand on est dans cette logique-là, où on se dit je veux aider la personne, mais on ne me le rend pas possible, eh bien, soit qu'on rentre dans les règles et qu'on fait le travail comme l'institution le demande, soit qu'on essaie de trouver des alternatives, on va dans les marges, quoi. Donc on travaille avec des marginaux et on va dans les marges soi-même en tant que travailleur social. Alors les marges, c'est parfois à la limite de la légalité, c'est parfois hors de la légalité. Enfin, j'ai des exemples qui me viennent en tête comme ça peut-être, mais une personne, on sent qu'elle a vraiment besoin de soins de santé, elle doit signer un papier qu'on doit envoyer quelque part et puis qui doit revenir. On sent que ça va prendre du temps. Le travailleur social signera lui-même le document. Alors il le signe lui-même, pas pour frauder, c'est pas du tout de la logique, c'est de se dire je vais gagner une semaine. Et gagner une semaine pour la personne, c'est vachement important parfois. Une autre situation, toujours dans le domaine des soins de santé, la personne n'est pas en ordre de mutuelle, il n'y a pas de médecin pour la soigner, en tout cas son médecin traditionnel n'est pas disponible, et ça va pas. Et vu la complexité de la situation, on doit aussi travailler sur son logement, on doit travailler sur ses problèmes avec ses enfants, etc. Mais si on ne s'occupe pas de sa santé aujourd'hui, on ne peut pas s'occuper du reste. Et donc on s'occupe de sa santé, sauf qu'on n'est pas en ordre. Et donc le travailleur social va avec sa mutuelle propre chez un médecin qui accepte que ça se passe comme ça. Donc le médecin travaille un peu dans sa clandestinité à ce moment-là aussi. Et on soigne la personne, c'est la première chose à faire. De nouveau, ce n'est pas l'idée de frauder, ce n'est pas le plaisir de frauder. Oui, c'est pas juste frauder. Je pense que c'était vous qui aviez dit dans une carte blanche, ce n'est pas un irrespect bête et méchant de la loi. Effectivement. C'est vraiment... on ne respecte pas vraiment la loi, mais
parce qu'il y a du sens derrière. Il y a du sens derrière, et alors on ne respecte pas la loi, et puis peut-être qu'on respecte les lois fondamentales. Et je reviens à la Déclaration des droits humains et à la Constitution, par exemple, qui dit que le droit à la santé est un droit inaliénable, et que la personne en face de moi est malade, elle ne va pas bien, il faut qu'on la soigne. Et donc, comme travailleur social, j'accepte qu'on la soigne. Et j'agis à ma façon, qui est une façon illégale, effectivement, mais proche d'autres lois peut-être plus fondamentales qui augmentent la dimension légale pourtant de l'acte que je pose. Mais si vous décidez aujourd'hui de faire un focus sur ce travail clandestin, où on voit parfois qu'il est à la limite de la légalité, voire parfois pas du tout dans la légalité, c'est parce que ces pratiques ont augmenté aujourd'hui, parce qu'il y a plus de travailleurs sociaux qui vous disent « en fait, je fais ce genre de choses ». Alors, le spectre est assez large, évidemment. C'est vrai que quand on parle à certains travailleurs sociaux de certaines on se met un peu à l'aise par rapport à certaines lois, beaucoup rigolent en disant oui, évidemment. Mais c'est des petits trucs là, des petits trucs pas trop graves, mais on voit bien qu'ils savent bien que leur hiérarchie n'est pas d'accord avec ça. Mais bon, on passe à travers, c'est des petits éléments. Et puis il y en a d'autres qui vont effectivement plus loin. Et donc, quand je parle les deux exemples que j'ai cités tout à l'heure, c'est quand même ma foi en écriture, c'est quand même prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour se faire soigner, c'est quand même des éléments qui sont importants. Donc, on se rend compte que des gens vont plus loin, oui, ne retrouvent pas dans le système tel qu'il existe de possibilité de répondre de manière adéquate aux problématiques rencontrées. Et de manière adéquate, ça veut dire que ça permet aux gens d'aller mieux, et peut-être de pouvoir travailler sur le reste. Nia l'expliquait bien tout à l'heure. Donc, c'est la santé le premier problème. On va résoudre le problème de santé et après, on va pouvoir travailler sur le logement. Mais tant qu'on ne résout pas le problème de santé, on ne peut rien faire. Et donc, si c'est le problème de santé qu'il faut résoudre et qu'on est dans l'illégalité pour le faire, on va le faire quand même. Manuel Dronier, on parle de pratiques parfois à la limite de la légalité, de pratiques clandestines. Est-ce que c'est quelque chose que vous, quand vous avez travaillé en CPS, c'est des situations auxquelles vous avez été confronté ? Oui, et dans une moindre mesure, parce que évidemment, j'ai pas fait de faux en écriture, ça j'ai pas fait. Par contre, on parlait du travail en noir. Et une notion essentielle dans un CPS, c'est que le revenu du CPS, il est dit résiduaire. Ce qui veut dire qu'il va venir en dernière ligne en fonction de tous les revenus que peut avoir un bénéficiaire. Il m'est arrivé plusieurs fois que je m'occupais du public jeune, que les jeunes me disent clairement qu'ils avaient un travail en noir. C'est quelque chose que j'aurais dû obligatoirement dénoncer pour que le calcul du revenu du bénéficiaire soit recalculé au regard de ses ressources, même si elles sont en noir. Je ne l'ai jamais fait. Non seulement je ne l'ai jamais fait, mais j'ai sensibilisé les personnes concernées en disant « ne dis pas ça à quelqu'un d'autre ». Parce que si tu dis ça ailleurs, ça peut véritablement arriver dans ton dossier et il peut y avoir une révision de tes revenus. Donc effectivement, c'est là quelque chose qui est interdit, normalement. Et alors, je parlais du conflit de valeurs. La personne qui vient dire ça à un travailleur social, c'est que quelque part, le travailleur social, il a quand même fait un boulot où il est parvenu à créer un climat de confiance où le bénéficiaire va dire, vous savez, voilà, le soir, je fais ceci, je travaille dans l'ORECA et des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le travailleur social, dans ce cadre-là, est tenu au secret professionnel, bien évidemment. Et la troisième chose, l'élément à prendre en compte, c'est l'obligation institutionnelle de dénoncer et de faire un éventail des différents revenus. Il est là le conflit de valeurs. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je réponds à mon obligation dans un CPS d'avoir effectivement l'éventail de tous les revenus de la personne ? Ou bien est-ce que je me positionne beaucoup plus dans l'esprit du travailleur social ? J'ai un climat de confiance, il me dit quelque chose qui est de l'ordre, qui relève d'une confidentialité et du secret, j'en fais quoi ? Et là, effectivement, ma position a toujours été assez claire. Je ne le dis pas. Non seulement je ne le dis pas, et je sensibilise les bénéficiaires. Attention au risque que tu prends en le disant à d'autres personnes. Mais du coup, on fait quoi ? Parce qu'en cadre des règles, il en faut quand même. On ne peut pas dire on fait n'importe quoi, on donne tout. Alors je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais dire mais on ne va pas non plus donner tout aux gens. Il faut quand même qu'ils respectent des règles, il y a des choses qu'ils doivent faire. Alors, on fait quoi ? Mais moi, je pense que...
Je pense pas que comme Marc l'a dit notamment dans sa carte blanche, c'est pas les travailleurs sociaux, c'est pas un plaisir d'être dans un travail clandestin. Au contraire, parce que il y en a qui sont parfois soutenus par les institutions, mais il y en a aussi qui sont bien isolés par rapport à ça. Et donc ici, si le cadre était plus au clair avec les besoins humains et qu'on était mieux écouté par les politiques, c'est beaucoup plus confortable en tant que travailleur social de pouvoir être justement dans un cadre qui le sécurise, qui l'appuie, le soutient et qui lui permet de faire un travail social de qualité. Or, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on est dans un secteur en fait où les travailleurs sociaux sont épuisés. Il y a une forte marche de burn-out, de gens en congé maladie qui épuisent les équipes. On a des conditions de travail qui ne sont pas du tout attractives. On a des décisions qui se remettent en plus, qui sont de regroupements, d'institutions, de choses comme ça, qu'alors en fait, ce n'est pas du tout ce que le public demande. Et on est avec des choses où moi, je me retrouve à parfois devoir soutenir mes collègues, devoir réfléchir au niveau de l'institution, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à tel subside, tel appel à projet, des bricolages et des choses comme ça. Donc vous inquiétez pour votre institution plutôt que de vous inquiéter pour votre public, entre guillemets. Voilà, et comme on a dit, le travail social, on a besoin de temps, ça demande de la délicatesse sociale. On est avec un public très fragilisé et donc on doit normalement, le travail social comporte une certaine souffrance, parfois même, en tout cas dans mon secteur, une morbidité importante. On peut faire face à condition d'avoir des bases solides. Si on n'a pas de base solide parce qu'on est en sous-effectif depuis X temps, qu'on a une insécurité au niveau des subsides, qu'on nous remet encore tel encodage à faire, tel projet où on doit rentrer un tel rapport, ça prend du temps, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, ça, c'est du temps administratif, du travail administratif qui n'est pas fait pour aider les gens, mais qui est fait de justification de l'existence d'une institution pour garder les subsides. Ça n'a pas de sens. Le travail social, c'est pas ça. Et on est à essayer de lutter, de tenir l'institution, et on n'a même pas encore travaillé avec le public. Et en fait, ça va pas. Nous, on a difficile à engager parce qu'on offre des conditions de travail qui sont extrêmement pénibles avec pas de soutien. Marc Chambaud, peut-être la même question. Est-ce que effectivement, c'est quoi ? C'est changer finalement les règles pour qu'elles soient plus adaptées et que du coup les gens puissent les respecter. Mais je pense d'abord qu'il faut que l'État soit clair. Soit que l'État dit nous, ce qu'on peut faire, c'est donner à bouffer aux gens 2 fois par jour, et puis qu'ils ferment leur gueule, qu'ils le disent, que ce soit clair. Non, ce qu'ils disent dans la loi organique des CPS, dignité, dans les différents articles de la Constitution, droit au logement, etc., qu'ils disent on arrête tout ça. Et on donne juste à bouffer pour que les gens ne crèvent pas directement. Ça peut être ça, qu'ils le disent alors. Nous, c'est pas ce qu'on demande, évidemment. C'est qu'on demande que l'État respecte les valeurs qui sont les siennes. Et enfin, on vit dans un État démocratique. On a beaucoup de choses à dire sur la démocratie en Belgique, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent. Et donc, c'est quand même... on a quand même du bol, malgré tout. Hein, même si, je peux faire un bouquin sur ce qu'on a, sur les récriminations. Mais on a quand même du bol. Mais ce qu'on demande aussi, c'est que la démocratie soit respectée. Et elle ne l'est pas aujourd'hui en lien avec ses valeurs. Par ailleurs, quand on entend, les assistants sociaux avec lesquels on travaille, qu'on entend, qui témoignent, etc., parlent de travail clandestin. L'État belge se fait condamner de manière très régulière par rapport à l'accueil de candidats réfugiés. Hein. Ouais. Et donc leur travail n'est même pas clandestin. Ils se mettent dans l'illégalité de manière visible. On ne demande pas ça, nous on demande simplement à ce qu'on respecte la qualité du travail des travailleurs sociaux. Quand un travailleur social fait quelque chose et qu'il fraude, il le fait dans une logique qui correspond aux fondamentaux de la loi. Et si on organise ce colloque, cette demi-journée de réflexion, là, c'est le 23 novembre. Le 23 novembre, oui. C'est pour dire ça. Les travailleurs sociaux qui font ça, ils le font dans un intérêt qui est social, sociétal, systémique. Hein. Le but, c'est de permettre au système social de fonctionner. C'est pas le plaisir, comme on le disait. On n'est pas du tout là-dedans. On est quand même dans une logique qu'on préférerait éviter, le travail social clandestin. Si il peut ne plus exister demain parce que tout est respecté, ce serait génial, évidemment. C'est notre attente. Mais comme ce n'est pas le cas, on pense important de le mettre sur la place publique, l'existence du travail social clandestin, on trouve important de le mettre sur la place publique pour que les gens en aient conscience. On verra quelles seront les réactions, évidemment. Ça peut être un coup de vis supplémentaire, comme ça peut être l'ouverture sur des réalités où on va peut-être se dire, oui, il y a des choses qui existent et peut-être qu'on doit travailler davantage dans ces directions-là, peut-être.
Oui, Manuel Dronier, c'est vrai que le fait de le dire, vous d'ailleurs, quand vous étiez en CPS, vous en parliez quand même à votre direction, vous disiez, voilà, il y a des choses qui me posent question dans mes pratiques. Est-ce qu'il faut effectivement plus le dire et s'ouvrir là-dessus ? Je le crois. Je crois vraiment. Je crois que le fait d'avoir, hormis au début où j'ai pris contact avec le CVTS, où là c'était véritablement clandestin, quand je me suis rendu compte qu'au final j'étais pas tout seul avec mon conflit de valeurs, je me suis dit oui, il faut le mettre sur le tapis. Il faut... à un moment, je me suis dit, au pire des cas, je suis viré, mais je vais au bout, je vais rester intègre. Et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Il ne faut pas foncer tête baissée, hein. C'est pas ça. Hein. Mais le fait d'avoir pu travailler avec ma direction, d'avoir pu mettre en lumière ce qui me gênait dans le travail, m'a permis de rester à ma place et même d'évoluer dans ma place. Même si les logiques institutionnelles étaient là et se sont renforcées, et pas dans le bon sens, tu disais justement, tu parlais du temps, c'est fondamental le temps. Si on prend du temps, la représentation qu'il y a dans les logiques marchandes, qui sont actuellement dans les institutions, si on prend trop de temps, on travaille mal. Alors que le travail social, il est évident qu'il s'élabore dans le temps. On ne peut pas le faire autrement, on ne met pas du Coca-Cola en bouteille. C'est véritablement, il faut élaborer des choses avec les personnes et ça prend du temps. Et donc, tous ces conflits, qu'ils soient d'ordre méthodologique, voire déontologique, de pouvoir les mettre en avant, de demander à faire des formations, d'oser dire, moi je vais à une réunion du comité de vigilance en travail social, ça peut faire bouger des lignes au sein du CPS. Et je terminerai là-dessus. Au moment où je suis parti du CPS, je ne dirai pas lequel, hein, au moment où je suis parti du CPS, ma directrice est venue et elle m'a dit, et franchement ça m'a marqué, et bon, j'espère que je ne vais pas la trahir en disant ça, elle m'a dit, en me donnant un dossier, elle m'a dit, tu as marqué le CPS de ta main. Pourquoi ? Parce que la question du secret professionnel avait été discutée au sein du conseil et il y avait tout un programme de formation des travailleurs sociaux autour de la question du secret professionnel. Ça veut quand même dire qu'effectivement, à force de travail et de soutien extérieur, il y a moyen de faire bouger des lignes. Ce qu'il en est devenu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé concrètement, mais à tout le moins, ça a été pris en considération. Oui, ça veut dire qu'à force de parler, les travailleurs sociaux arrivent quand même à faire bouger des choses. Mais le cadre, lui, ne bouge pas pour le moment. Quand il bouge, il ne bouge pas nécessairement dans le bon sens non plus aujourd'hui, par ailleurs. Oui, en fait, on est dans un... Oui, est-ce que c'est depuis l'état social actif, on va dire, depuis ces législations qui vont plus dans le contrôle, c'est ça qui a accéléré ce processus dont on a parlé dans l'émission. Oui, l'état social actif, les logiques sécuritaires aussi, la stigmatisation de certains publics, parce que certains publics ont été stigmatisés, par des personnes consommatrices de drogue ou toxicomanes, selon d'où on parle, les jeunes, les personnes d'origine étrangère, etc. C'est des personnes qui ont été stigmatisées. Et on y est toujours, avec quand même des logiques très, très contrôlantes, très, très normatives. Et oui, c'est assez visible, en tout cas, dans le travail social tel qu'il se passe aujourd'hui dans les institutions. On a beaucoup parlé des CPS, mais je pense qu'il faut élargir. Je crois qu'on doit élargir. C'est facile de stigmatiser les CPS, mais je pense que dans les hôpitaux, dans beaucoup d'associations aussi, parce que auparavant, les associations, elles avaient un projet, elles remettaient le projet et on l'acceptait, on le subsidiait par rapport à leur projet et par rapport à leurs valeurs. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est les ministères qui donnent un cadre et disent vous avez un subside pendant 1 an, si vous respectez ce cadre-là, mais le cadre n'est pas le cadre des valeurs et donc soit que les associations rentrent dans ce cadre en acceptant de nier certaines valeurs. Oui, avec une logique de productivité dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et la logique de productivité, mais de sauver son institution, de sauver l'emploi des travailleurs aussi, il y a tout ça qui est présent. Donc et en même temps, vraiment... des projets d'1 an, ça ne permet pas non plus, comme on a dit, de pouvoir se dire, je me forme, je peux continuer à me former, je peux suivre des gens sur le long terme, qu'alors moi-même, mon contrat de travail, je ne sais pas s'il est reconduit ou pas, s'il est lié à un projet. Donc on ne peut pas faire du travail social de qualité si on est soi-même au niveau de son emploi dans une précarité. Ouais. Ça ne va pas du tout. Ouais. Et d'où le mal-être aussi
Oui. de beaucoup de travailleurs sociaux. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous invite, j'invite nos auditeurs à se rendre le jeudi 23 novembre après-midi à l'espace Lumen à Ixelles, si vous êtes intéressé par la question. Il faut juste s'inscrire avant le 10 novembre et on s'inscrit sur le site du comité de vigilance en travail social, donc c'est comitedevigilance.be. Voilà, on invite tous nos éditeurs qui sont intéressés par cette thématique à vraiment la creuser et on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci vraiment à tous les trois pour vos témoignages et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.